4 teintes de blanc en 3 semaines. 4 teintes de blanc en 3 semaines, c'est ça la magie du blanc Émail Diamant. Conduire devrait toujours faire cet effet-là. Nouveau Nissan Qashqai, urbain par instinct. Nissan Innovations that Excite. Nouveau Nissan Qashqai, à partir de 289 € par mois. Bienvenue à toutes et à tous sur TV5 Monde pour ce nouveau numéro de Kiosque, l'actualité commentée par les journalistes francophones de la presse étrangère internationale. Au sommaire de cette semaine, un procès pour l'histoire. À quelques jours du 20e anniversaire du génocide, un Rwandais est condamné à 25 ans de prison par un tribunal français au nom de la compétence universelle. Des urnes tout en transparence pour un vote dont le résultat ne laisse guère place au doute. 1,5 million d'électeurs votent aujourd'hui en Crimée pour dire oui ou oui à la Russie. Voilà donc quelques-uns des thèmes abordés dans cette émission. Pour en parler, j'accueille tout d'abord Madeleine Mukamabano, journaliste rwandaise. Colette Brackman, spécialiste Afrique du quotidien belge Le Soir. Moustapha Tossa, journaliste marocain en poste à Paris pour la rédaction de RMC Doualia. Et enfin, Alla Lazareva de l'hebdomadaire, rédactrice en chef de l'hebdomadaire Ukrainski Tijden, la semaine ukrainienne. Mais tout de suite, retour sur ce procès présenté comme historique en France. Il faut dire que c'était le premier, un Rwandais face à la justice française. C'est l'édito de Julien Brune. Donc c'était il y a 20 ans, à quelques semaines près. D'avril à juillet 1994, on le sait, 800 000 personnes ont été massacrées au Rwanda sous le regard d'un monde, France comprise, impuissant, voire, selon certaines analyses, complice. Deux communautés, réelles, ancestrales ou fantasmées, fabriquées par le colonialisme, toujours selon les différentes analyses, mais en tout cas deux communautés y cohabitent et s'y opposaient depuis plusieurs décennies, car les génocides n'arrivent jamais dans un ciel serein. Notre envoyé spécial raconte les hallucinants massacres d'Afrique orientale. Les rivières du Rwanda charriaient les corps de 20 000 suppliciés, écrivait le journaliste français de l'époque pour ses lecteurs français, comme Claude Brasseur dans cette bande à part de Jean-Luc Godard en 1964, 30 ans avant le sommet dans l'horreur génocidaire de 1994. Or, voici que les méandres compliqués de la justice internationale et de la compétence universelle ou extraterritoriale autoproclamée de la justice française ont amené un accusé rwandais de ce génocide rwandais devant 6 jurés français tirés au sort comme il est d'usage dans les cours d'assises françaises. Il avait été arrêté en France. C'était le seul élément qui justifiait que la justice française soit saisie. Les 6 jurés avaient cependant la possibilité de se déclarer en quelque sorte incompétents en glissant un bulletin blanc dans l'urne au moment du vote. Ils ne l'ont pas fait et ont voté coupable. C'est peut-être dommage, car si la justice internationale est un incontestable progrès pour le monde, la multiplication de ces justices nationales à compétence universelle autoproclamées risque, à vouloir trop bien faire, de ruiner ce progrès. Voilà, le verdict est donc tombé. Pascal Simbi Kwanga a été condamné à 25 ans de prison pour génocide et crimes contre l'humanité au terme de 6 semaines de procès à Paris, 12 heures de délibération. Ses avocats ont fait appel, donc il devrait y avoir un autre procès. J'ai envie de me tourner tout de suite vers Madeleine Mukamabano. Vous êtes journaliste rwandaise. La réaction officielle à Kigali est plutôt la satisfaction. Kigali a salué ce qu'elle appelle un pas, une étape
étape importante. Est-ce qu'on a suivi ce procès en France à Kigali sur place? Oui, quand même. Il était suivi. Et quand je regarde les réseaux sociaux des Rwandais, on ne parle que de ça. Tout le monde se félicite. Tout le monde félicite les partis civils, que ce soit les associations françaises qui se sont constituées parties civiles et surtout le collectif des partis civils du Rwanda, animé par le couple franco-rwandais d'Afrose et Alain Gauthier, et qui ont fait un travail remarquable parce que depuis des années, ils essaient de localiser en France des génocidaires présumés, en tout cas des gens qui sont recherchés par la justice rwandaise comme Simbi Kangwa. Alors je crois qu'il y a 27 autres dossiers en cours, voilà. D'autres procès devraient suivre. Enfin, on l'espère. En fait, justement, ce procès, c'était une première. Julien Brune le disait dans son édito. Et il appelle 2 observations, je crois. La première, c'est que pendant très longtemps, pendant les 20 ans, la France n'a rien fait. C'est-à-dire, la France n'a pas jugé, ne s'est pas d'abord donné les moyens juridiques. Maintenant, elle en a. Même quand elle a eu, la loi est passée donc de compétences universelles, et la France n'a pas beaucoup bougé. La France n'a pas extradé des génocidaires présumés qui étaient demandés par le gouvernement rwandais, alors que d'autres démocraties, comme le Canada, les États-Unis l'ont fait, et même la Cour pénale internationale d'Arusha l'a fait. Le résultat, c'est que des gens qui savaient qu'ils étaient recherchés pour leur rôle pendant le génocide ont trouvé en France une sorte de havre de paix, de tranquillité. D'ailleurs, quand la Belgique a commencé à juger les gens, il y a quelques-uns qui étaient en Belgique qui sont venus s'installer en France. Donc, quand même, c'est une première, c'est un premier pas. Et c'est la fin de l'impunité, en tout cas le début de l'inquiétude pour des gens qui ont eu un rôle à jouer pendant le génocide. Mais est-ce que, pour donner la parole aux détracteurs, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux qu'ils soient jugés, pas au Rwanda, mais à Arusha, au tribunal, au tribunal en Tanzanie, qui a jugé d'autres génocidaires rwandais? Arusha n'arrive pas déjà à juger tout ce qui était sur la liste d'Arusha. Ils sont obligés de les extrader au Rwanda. Et lui, je crois qu'il ne figurait pas sur la liste d'Arusha. Non, quand vous dites, pourquoi pas le juger au Rwanda? Le Rwanda a jugé près de 2 millions, et dans des conditions que personne n'a contestées. Je parle sous l'autorité de ma collègue, de ma consoeur Colette Brackman, qui a suivi ces procès comme moi. Et on se pose la question. Pour moi, c'est ça. Enfin, la France a décidé de le juger parce qu'elle estimait qu'au Rwanda, les conditions n'étaient pas idéales pour un procès équitable. Oui, sauf que le Canada a décidé que les conditions étaient réunies pour juger de manière équitable en prévenu, sauf que les États-Unis l'ont fait, sauf que le tribunal pénal international, émanation des Nations Unies, c'est-à-dire qui fixe les règles justement de ce qui est convenable ou pas convenable dans un tribunal, ils ont accepté d'extrader les gens à Kigali. Donc il faut se poser la question s'il n'y a pas d'autres motivations politiques. Alors j'aimerais donner la parole à Moustapha peut-être dans un instant, mais tout d'abord à Colette Brackman qui vient de Bruxelles, parce que la Belgique a été pionnière en la matière, en termes de compétences universelles pour juger des Rwandais. Oui, la Belgique a 4 procès d'assises se sont tenus en Belgique, et l'intérêt de ce procès en Belgique, comme je pense aujourd'hui en France, c'est que les faits ont été exposés auprès d'un large public et qu'ils ont permis d'avancer aussi dans la compréhension des choses et dans le démantèlement de certaines thèses qu'on a encore entendues s'exprimer à Paris ces jours-ci, d'une colère spontanée, d'une réaction imprévisible de colère. Et justement, ces procès en Belgique et en France ont permis de déconstruire totalement cette argumentation, de démontrer qu'un génocide, c'est un acte planifié, délibéré, dans lequel les personnes que vous avez en face de vous, dans le cas en Belgique, c'était des religieuses, un professeur d'université, des intellectuels comme le monsieur Simbi Kangwa, qui est passé ici en France dans hémiplégique. C'était des gens qui n'avaient pas de responsabilité physique. Ce n'est pas eux qui ont tué, mais ils avaient une responsabilité intellectuelle d'être les concepteurs. Et dans ce sens-là, ces procès avaient une valeur pédagogique et dire que seulement on pourrait les juger. Vous dites sur votre blog que c'est un procès qui est vraiment historique. Vraiment... Oui, parce qu'il a aussi une valeur pédagogique, surtout en France et en Belgique, et je pense vraiment à la France, qui a été le terrain de prédilection du négationnisme, des thèses opposées qui ont minimisé
divisé, réduit. Ça a évolué quand même ces dernières années. Voilà, a réduit quand même fortement, pas à néant hélas, mais enfin il a fortement réduit l'audience et la pertinence de ces thèses en fournissant la démonstration de ce processus de planification, d'organisation du génocide. Je vois que Mustapha vous les exprimez. On a suivi ce procès depuis le Maroc. Oui, on l'a suivi un peu depuis un peu tous les pays, pour la simple raison que c'est une première en France. La question, est-ce que ce procès était utile en ce moment, à la veille du 20e anniversaire du génocide? Oui, parce qu'il y a une valeur pédagogique, médiatique qui éclaire d'un nouveau jour ce génocide et surtout le rôle supposé que la France a pu jouer dans ce conflit. Et on aura certainement l'occasion d'en reparler puisque beaucoup de questions vont être posées sur ce rôle-là. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a beaucoup de critiques aussi autour de ce procès. On dit qu'on a jugé uniquement un petit maillon de la chaîne, on n'a pas jugé la direction politique responsable, la direction génocidaire responsable, ce qui fait que ça donne à ce procès une moindre importance. Et deuxièmement, on a vu des témoins se succéder à la barre pour presque présenter l'adjudant Pascal comme injuste, qui a, à un moment ou à un autre, sauvé C'était le travail de la défense. Oui, et ça a marqué les esprits. Tous les comptes rendus que j'ai pu lire sur ce procès-là, ça a semé un petit peu la confusion. Moi, je voudrais revenir sur le principe de compétence universelle que Julien Brune a évoqué dans son édito. Et effectivement, ça pose un vrai problème. Sans aucun lien entre ce qui s'est passé avec le Maroc, il faut dire que la crise franco-marocaine de ces derniers temps est une conséquence un petit peu directe de la pratique de la compétence universelle. C'est au nom de la compétence universelle qu'un des patrons de la DST marocaine a pu être suivi par la justice française pour torture. Et c'est au nom de cette compétence qu'il y a eu une crise presque diplomatique, un gel de coopération juridique entre la France et le Maroc. Donc cette compétence universelle va bien sûr satisfaire un certain nombre d'organisations de droits de l'homme, mais elle va mettre sur le grill la diplomatie et les intérêts de la France dans un certain nombre de pays. Parce que si n'importe qui peut poursuivre n'importe qui sur le sol français, la France aura forcément à revoir cette compétence universelle, à la recadrer, à lui donner une autre objectif que celui d'obtenir absolument un procès sur son territoire. Et ça, c'est vraiment... La Belgique est revenue en arrière, d'ailleurs, sur cette compétence universelle. Oui, la Belgique est revenue en arrière, mais en France comme en Belgique, il faut qu'il y ait un lien entre le prévenu et le pays. Or, dans ce cas-ci, à mon avis, il y avait un double lien. Il y avait d'abord le fait que Simi Kwangwa résidait à Mayotte, qui était territoire français, et puis la France est aussi impliquée dans le Rwanda. Donc, il y a un double lien. La France fait partie du problème rwandais. Donc, cette compétence, pour moi, elle s'impose, comme la Belgique d'ailleurs, est intimement liée au Rwanda. Donc la valeur de ce procès, pour moi, est tout à fait évidente. Oui, madame. Non, la tenue de ce procès ici, elle est valable et elle devait se faire, surtout dans un pays, tout à l'heure, Colette Brackman évoquait le négationnisme qui n'a absolument pas baissé. Il suffit d'assister à certaines réunions qui se tiennent à Paris ces derniers jours, en préparation du 20e anniversaire, de la 20e commémoration. Donc, il y a encore beaucoup de négationnistes. Aujourd'hui, vous savez qu'on peut vilipender, on peut se moquer du génocide et des Tutsis. Il n'y a aucun problème en France. Il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. Donc, beaucoup de rescapés, beaucoup de Rwandais vivent ce qui se passe en France comme, même si la France a reconnu le génocide, mais c'est une reconnaissance au rabais. Donc, quelque part, ce procès démontre s'il est suivi par d'autres. Parce que c'est ça toute la question. S'il est suivi par, il y a une vingtaine de plaintes qui ont été déposées. Ces plaintes, si on tient les procès de ces plaintes-là, on comprendra qu'en effet, la France s'est dotée de cette compétence universelle et l'exerce. Mais je voudrais juste, très brièvement, faire une réserve. Ce procès montre les limites aussi de la compétence universelle, notamment dans le cas de tueries de masse et par les masses. Moi, j'ai assisté à des juridictions rwandaises. Ce qui se passe là-bas n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au tribunal à Paris. L'histoire du génocide s'écrit dans ces juridictions. Expliquez-nous justement, ce sont des tribunaux qui se passent en plein air, en plein air, et les gens sont jugés là où ils ont commis les crimes. Donc, comme en général, c'était un génocide de voisinage, tout le monde se connaît. Et moi, j'ai vu déjà arriver avec cette hargne, cette morgue que M. Simbi Kwangwa a montré au tribunal.
Mais dès qu'ils apercevaient leurs camarades de tuerie qui étaient là, les femmes qu'ils ont violées qui étaient là, les enfants qu'ils ont découpés, qui ont encore des traces de machette sur le visage, le masque tombé. Et les types racontaient. C'était pas répondre aux questions directes seulement. Ils racontaient. D'où les limites de cette compétence universelle et le fait que le procès se passe en France. Et les jurés sont français. Oui, voilà. Ils racontaient la préparation, l'exécution, ce qui se passait quand ils rentraient le soir. Je me souviens de quelqu'un, enfin, d'un prévenu qui disait le soir, on avait tué les gens, le soir on tuait les vaches. On tuait leurs vaches et puis on se faisait des grillades. Et c'était une fête permanente. Il avait ajouté d'ailleurs, si on n'avait pas arrêté, s'il n'y avait plus de Tutsis à tuer, je crois qu'on se serait mis à nous entretuer nous-mêmes. Voilà. Et ça a manqué. Et je crois aussi que la prochaine séquence qui va attirer l'attention et qui va coïncider avec le 20e anniversaire de ce génocide, c'est interroger réellement la France et le rôle français dans ce génocide. Et quel a été son rôle passif ou actif? Parce qu'il y a un grand nombre, un grand mystère qui est sur cette question-là. Alors ce procès-là, son intérêt pour moi, le vrai intérêt, c'est qu'il remet, parce qu'il se passe sur le territoire français, il va obligatoirement interroger et interpeller les autorités françaises. Simplement un petit détail, ce procès-là n'a pas été voulu par la France. La France l'a organisé presque à reculons. On a arrêté ce monsieur-là par hasard à Mayotte. Il y a eu une plainte, presque la justice française n'a pas adopté ce procès avec passion, une passion militante, une passion engagée. Il l'a fait presque malgré elle. Et bien sûr, il va falloir subir aussi tout le questionnement qu'un tel événement impose à la France et à son rôle diplomatique dans ce Je voudrais finir ce tour de table peut-être avec Alla Lazareva, évidemment avec les événements qui se déroulent en ce moment en Ukraine, peut-être que ce procès paraît un peu lointain, mais... Non, on le suit aussi en Ukraine parce que justement la compétence universelle inspire les espoirs, parce qu'on a vécu, nous, un génocide des Ukrainiens dans l'année 1933 et qu'on ne perde pas l'espoir à faire valoir ce crime de son propre valeur un jour. Et donc on suit justement tous les mécaniques juridiques. On a beaucoup de compassion pour les Rwandais parce que justement toutes les questions des génocides qui passent à négociation, qui est négocié. Négocié voilà. En ce moment, oui. Ça nous touche aussi. Oui, Colette. Oui, je voudrais aussi dire que le procès Simbikwaga est intéressant parce qu'il a posé aussi la question de la filière. Et je crois que là, des enquêtes demeurent à faire sur le rôle de certaines organisations en France. Monsieur Simbikwaga, à Mayotte, avait falsifié 3000 documents d'identité, 3000 passeports. Et donc, là, il y a peut-être des enquêtes qui vont se faire. Qui sont peut-être en cours. Oui, les 3000 passeports de qui pour exfiltrer qui. Et donc, il y a des filières. Et ça se passe encore aujourd'hui. Et donc là, les pays européens, la France, la Belgique, sont encore au premier rang de ces filières d'exfiltration. Et donc, l'information reste ouverte. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Merci Colette. On va regarder, comme on le fait traditionnellement dans cette émission, quelques dessins pour terminer sur ce procès, ce dessin de Kishka. Je vous laisse découvrir à l'écran. 25 ans pour 1 million de Tutsis massacrés, ça fait grosso modo 13 minutes par tête. Voilà le dessin de Kishka. Et puis ce dessin signé Dilem, Rwanda, une condamnation 20 ans après le génocide, avec donc ce sablier assez terrible. Voilà pour ce dossier. Nous allons passer maintenant à nos sujets à la une. Alors cela n'aura échappé à personne. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers la Crimée où l'on vote. Donc aujourd'hui, 1,5 million d'électeurs sont appelés à se prononcer sur une question qui n'en est pas vraiment une d'ailleurs. Oui au rattachement à la Russie ou oui à un statut d'autonomie plus large vis-à-vis de l'Ukraine. Les bulletins que l'on peut même d'ailleurs voir au travers de ces urnes en verre transparent seront donc a priori quasi tous pour la Russie. Un référendum plié d'avance, pourrait-on dire, dont les résultats officiels seront connus demain matin. Alors, ce référendum a été qualifié d'illégal, d'illicite pour une grande partie des dirigeants occidentaux qui, depuis l'annonce de ce vote, ont tout tenté pour dissuader les autorités de Crimée et surtout les autorités russes. Vladimir Poutine en tête. Et dernière information, Vladimir Poutine a eu Angela Merkel tout à l'heure au téléphone et il lui a dit qu'il respecterait donc le choix des électeurs de Crimée. Donc je me retourne évidemment vers Alla Lazareva
Areva, vous êtes ukrainienne, vous suivez évidemment ce qui se passe aujourd'hui en Crimée. Quelle réaction pour les Ukrainiens? Comment ils suivent ce vote aujourd'hui à Kiev? À Kiev, on est sûrement indigné par ce qui se passe en Crimée parce que le vote se passe sous la menace des armes. Sur le fond général, on n'est pas contre de référendum en principe parce que c'est une pratique démocratique comme les autres. On soutient en particulier le référendum en Catalogne bientôt ou en Écosse, mais à condition que ça se passe correctement, avec les observateurs internationaux, que ça se prépare pas en précipitation et surtout sans présence de l'armée étrangère sur place, quoi. Alors, qui veut réagir? Moustapha? Ce qui m'interpelle sur ce référendum, c'est le timing. J'ai l'impression que Moscou et Poutine a voulu adresser un message au monde entier. Je veux récupérer la Crimée, soit par les armes, soit par les urnes. Et je donne la chance aux urnes. Si les gens de Crimée votent pour leur attachement, donc il n'y aura aucune raison ni de faire la guerre, ni de se livrer à un bras de fer avec la communauté internationale. Et c'est ce message-là que veut absolument Poutine à travers ce référendum. Bien sûr, ça ne règle pas, même si demain, même si ce soir, il y aura 90% d'habitants de Crimée qui disent « nous voulons être rattachés à la Russie », ça ne règle pas ce problème parce que ce problème dépasse largement le statut de la Crimée. Il y a un vrai bras de fer entre les Américains et les Russes sur cette région du monde qui est extrêmement sensible. Il y a les Européens aussi qui ont un rôle à jouer. Et la solution elle-même ne se limite pas à trouver un statut viable à la Crimée. Il faut qu'il y ait une entente entre les puissances, une entente politique et militaire qui nous fait oublier un petit peu les ambiances de guerre froide et qui aboutissent à vraiment une compréhension mutuelle entre les grandes puissances. Sans cela, la tension continue. Je vais vous lancer sur un sujet qui passionne et qui est un peu tabou au Maroc, le Sahara occidental. Si demain, il devait y avoir un référendum au Sahara occidental, pour l'instant, c'est ce que réclament les Sahraouis. Il y a eu, sur le Sahara occidental, il y a eu l'hypothèse du référendum. Il y a eu aussi l'hypothèse que le Maroc a déjà proposé pour solutionner la question du Sahara, à savoir une autonomie renforcée de ces provinces. Et cette hypothèse a l'air de plaire à beaucoup de monde, aux Américains, aux Européens, aux Nations Unies, donc qui pourrait nous faire l'économie de beaucoup de choses si on arrive à expliquer avec une grande pédagogie politique que le principe de l'autonomie renforcée du Sahara est une solution viable. Et jusqu'à présent, la plupart des acteurs de ce conflit, à part bien sûr l'Algérie et le Polisario, investissent sur ce projet-là. Et je crois que celui-là, c'est la solution proposée par le Maroc qui va avoir lieu. Donc le référendum, on n'organise pas un référendum juste pour le plaisir d'organiser un référendum. On organise un référendum quand il y a un but. Au début, pourquoi le référendum n'a pas pu avoir lieu au Sahara? C'est parce que ni le Maroc, ni le Polisario, ni les Algériens n'étaient d'accord sur le corps électoral. Et donc, quand on n'est pas d'accord sur le corps électoral, ça veut dire que qui a la possibilité de voter, le référendum n'a pas lieu d'être. Donc, le Maroc a contourné cette solution et a proposé l'autonomie renforcée qui a l'air de plaire à beaucoup de centres de décision dans le monde. On va quitter la question du Sahara occidental. Oui, pour revenir un peu. Est-ce qu'on suit ce qui se passe en Ukraine et ce tout le monde suit. Tout le monde suit. Tout le monde suit. Et je ne suis pas d'accord avec ce que Moustapha vient de dire, qu'on n'est pas en guerre froide. Je pense que c'est plutôt le retour de la guerre froide. Et c'était le titre du journal Le Monde dans son édition de vendredi, qui parlait aussi bien de Kiev que de ce qui se passait en Syrie. Je crois que Poutine a les mains libres. Il a senti qu'il a les mains libres. D'abord, il a sa population, où la majorité apparemment, je vous conseille de lire le livre de Svetlana Alexievitch, La fin, F-I-N, de l'homme rouge, où on se rend compte que des milliers de Russes sont nostalgiques de l'ère soviétique, qui disent on a perdu un empire sans même tirer un coup de fusil, et qui ne rêvent que de reconquérir. Visiblement, Vladimir Poutine a gagné en popularité dans son pays. Cependant, il y a eu une manifestation hier d'anti, qui s'opposait à ce référendum. Oui, qui vont se faire taire. Mais surtout, il a vu l'attitude de l'Occident. On ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé en Syrie. La guerre froide d'avant, c'était une sorte d'équilibre de la terreur.
Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui mène la danse. Il y a quelqu'un qui a des initiatives. C'est Poutine. Ce n'est ni les États-Unis ni l'Union européenne. On va peut-être voir d'ailleurs les images de cette rencontre entre John Kerry et Sergei Lavrov à Londres. Il a imposé, il a imposé sa solution en Syrie. Il est en train d'imposer sa solution en Ukraine face à une Amérique et à une Union européenne complètement tétanisée, empêtrée dans la crise économique. Il a compris qu'il pouvait tout se permettre. Et pourtant, l'Europe. Alors, que fait l'Europe dans l'histoire? Je vais peut-être demander à Colette, parce que dans le quotidien Le Soir, on dit que déjà, le référendum, le résultat est plié, la Crimée est déjà à nouveau russe. Pourtant, Bruxelles prévoit de se réunir à nouveau demain pour peut-être de nouvelles sanctions. Oui. Et pour se rapprocher de l'Ukraine, parce que le volet politique de l'accord avec l'Union européenne devrait être signé vendredi. Mais ce qui est frappant, je trouve, c'est le caractère dérisoire des sanctions européennes. Le gel des avoirs, le blocage des visas. Mais c'est dérisoire par rapport à l'ampleur, à la gravité de ce qui se passe. Et ce qui me frappe aussi, c'est que... les sanctions économiques, c'est un troisième plan qui est envisagé aussi. Le gel des avoirs, mais on se demande si c'est vraiment dissuasif. C'est tellement peu de choses. C'est tellement léger. Et alors, ce qui me frappe aussi, c'est la différence de perception. Je rentre d'Afrique centrale, et là, beaucoup de gens me disent, oui, mais l'Europe a laissé faire le Kosovo, la Libye, voilà, contre l'avis des Nations Unies, on a outrepassé, etc. Et comme si la turpitude des uns donnait une justification à Poutine pour bafouer, lui aussi, le droit international. Et donc là, il y a vraiment un recul, et comme Madeleine, moi, je suis vraiment inquiète, parce qu'il y a un recul général de la perception et un retour à la guerre froide, où c'est finalement la raison du plus fort qui l'emporte, point final. Alain Lazareva, on va regarder les images, si vous le voulez bien, de Arseni Yatsenyuk, qui était cette semaine non seulement avec Barack Obama, on le voit ici sur ces images, il a fait une tournée donc à Washington, il s'est rendu ensuite à New York pour s'exprimer devant l'ONU. Qu'est-ce qu'il faut attendre comme réaction par rapport à ce qui va se passer en Crimée? En fait, on espère désespérément qu'on aura la promesse remplie donnée en 1994 pendant la signature du mémorandum de Budapest, quand l'Ukraine, en échange de refus d'avoir l'arme nucléaire, a accepté être garantie par les États-Unis et la Grande-Bretagne, au cas où on est agressé militairement, être protégé. Je souligne militairement par ces deux pays. Pour l'instant, on est agressé depuis plusieurs semaines. L'armée russe est comme chez elle en Crimée, et elle se comporte de façon plus qu'insolente. Mais on ne voit pas ni les Américains ni les Anglais venir remplir leurs promesses. Donc... Alors, je vais vous interrompre parce qu'on a regardé un petit peu sur le site du Monde.fr, sur un blog du Monde. La Crimée est russe depuis 4 siècles, dit ce site. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est gravement faux, parce que la Crimée est toujours et depuis le début la terre tatare. C'est le peuple authentique, autochtone, qui a le seul droit à cette terre. Que maintenant, les Tatars ont appelé au boycott aujourd'hui, mais ils sont une minorité aujourd'hui. Ils sont une minorité, mais ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils étaient déportés par force par les Russes en 1942. Après la guerre, c'était peuplé par les Russes par décision de Staline. Donc la population russe est très récente en Crimée. Et on ne peut pas compter mathématiquement. Si on prend certains banlieues parisiens, il y a la majorité qui ne sont pas français, on ne va pas attacher les villes, je ne sais pas, à Saint-Denis par exemple, je ne sais pas quel autre pays, je ne sais pas, d'Afrique noire par exemple. Que dire de cette campagne qui a eu lieu cette semaine en Crimée, avec ces affiches assez choquante, avec une référence au nazisme quand c'est les pro-russes, donc en Crimée, parlent de l'Ukraine aujourd'hui, parce que... Non, mais c'est une campagne assez violente, parce qu'on imagine un petit peu les conséquences d'un tel affrontement entre populations, parce qu'on est en train d'alimenter cette confrontation entre populations au nom des origines russes ou pas russes et tout ça. Moi, Isabelle, si vous permettez, moi, ce qui m'a intéressé aussi dans cette crise, et surtout les évolutions d'aujourd'hui, c'est le rôle de l'Allemagne et d'Angela Merkel dans cette crise. Chaque fois que les choses arrivent à un certain niveau de tension, ce n'est pas François Hollande qui intervient, ce n'est pas David Cameron, ce n'est pas l'Espagnol ou le Belge, ou même l'Union européenne. C'est Angela Merkel qui prend son téléphone et qui appelle Vladimir Poutine. Cet axe Moscou-Berlin est extrêmement important et extrêmement nouveau dans la résolution, dans les évolutions de cette crise et dans les possibles résolutions auxquelles on peut aboutir. Et ça, c'est extrêmement important. Deuxième chose, pour
juste, et je finis là, sur les conséquences de cette crise sur les relations entre Américains et Russes. On a appris que les opérations d'accompagnement des bateaux américains et russes qui devaient transporter les armes chimiques syriennes, eh ben, ils ont été annulés à cause de cette crise. Donc déjà sur ce terrain-là, par exemple... Les effets collatéraux de cette crise. Voilà, les effets collatéraux et la relation devient encore plus tendue sur le dossier syrien, sur lequel on croyait qu'il y avait une entente internationale. Et j'imagine que c'est la même chose sur le dossier iranien. Donc la crise ukrainienne, la crise de Crimée est en train justement de faire exploser ce gentleman agreement entre Moscou et Washington. Rapidement, Madeleine. Oui, juste un mot, parce que pour le moment, on se focalise sur ce qui se passe en Crimée, mais il y a des agitations dans d'autres régions russophones du pays. Oui, dans l'est de l'Ukraine. Et on se dit, si on laisse faire, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'ex-empire soviétique, il y a des noyaux, il y a des groupes, il y a des poches de russophones. Est-ce que la Russie va démanteler chaque pays au nom de la présence des russophones dans ce pays-là? Les incidents ont lieu d'ailleurs en ce moment, aujourd'hui, dans l'Est. Et là, je trouve justement que et l'Europe et l'Amérique, je me dis, est-ce que ce n'est pas le moment de réagir? On se pose la question parce que j'ai l'impression qu'ils vont réagir quand il sera trop tard. La grande crainte de ça, c'est que ça va encourager les séparatismes aussi, et allumer des foyers de séparatisme, et donc allumer les crises. Et donc on aura autant d'Ukraine et de Crimée un peu partout dans l'Empire russe. Pour terminer sur ce dossier, je voudrais signaler, là, donc vous êtes rédactrice en chef de la semaine ukrainienne, hein, pour le dire en français, un hebdomadaire ukrainien, mais vous avez signé aussi 10 pages dans le Courrier international, hein, consacré donc à Maïdan. On va regarder donc quelques images donc de ce Courrier international ici Maïdan. Donc je vous invite à regarder. On apprend beaucoup de choses sur ce qui s'est passé, sur la crise et sur l'avenir de l'Ukraine. Les dessins, comme on a l'habitude de regarder, avec tout d'abord Kishka. L'Ukraine peut participer aux Jeux paralympiques. Je viens de l'amputer de la Crimée. Voilà pour Kishka. Et puis ces 2 dessins de Dilemme. Poutine veut annexer la Crimée. Les gens d'ici, sont très attachés à la Russie. Voici ce dessin. Et puis autre dessin de Dilemme. Crimée, le référendum est joué d'avance. Poutine a le bras long. Visiblement, c'est même lui qui met le bulletin dans l'urne. Autre sujet à la une dans ce kiosque, nous nous rendons en Turquie, la Turquie où le malaise continue de prendre de l'ampleur cette semaine après les affaires de corruption qui ont touché des proches du gouvernement et le gouvernement lui-même et les affaires d'écoute qui ont touché même très directement le Premier ministre Erdogan. Eh bien, il y a eu cette semaine donc la mort d'un jeune Turc, Berkin Elvan. Il avait été blessé lors des manifestations sur la place Taksim à Istanbul en juin dernier, 369 jours de coma. Et sa mort a donc rajouté à la colère d'une partie de la population turque qui a manifesté mardi. On se rend tout de suite à Istanbul où nous retrouvons Mine Kirikanat. Mine, bonjour. Vous êtes donc journaliste au quotidien Cumhuriyet. Les funérailles, on va le voir ensemble sur ces images, ont rassemblé plus de 200 000 personnes, des images vraiment émouvantes avec ce cercueil porté par la foule. Comment la population... Est-ce que cette mort pourrait être un symbole aussi et du coup relancer ces opposants au Premier ministre Erdogan dans la rue à nouveau? Est-ce que ça peut durer ce mouvement? Exactement. D'ailleurs, il y a une très grande tension parmi les communautés parce qu'il faut dire que le 8e et le plus jeune victime justement de ce qui s'est passé depuis le mois de mai est un Alevi. Donc, et tous les morts, c'est-à-dire les 8 morts de ces manifestations qui durent depuis 6 mois maintenant, sont des Alevis. Il faut savoir que la Turquie compte à peu près 20 millions d'Alevis, dont une partie sont des Kurdes en même temps. Donc, on a peur que ça se dégénère dans une guerre alévi contre sunnite et ça donne la chair de poule. Le soir qui a suivi justement ces funérailles qui ont été une manifestation contre le gouvernement, eh bien, il y a eu des groupes sunnites qui ont voulu casser des Alevis. Justement, Mine, expliquez-nous pour ceux qui ne connaissent pas forcément qui sont ces Alevis.
Alors, les Alevis, c'est comme un peu en Syrie, c'est une branche de l'islam, mais beaucoup plus modérée, et puis qui voit dans l'islam aussi l'égalité des femmes et des hommes. Et les Alevis en Turquie sont ceux qui portent la République laïque sur le dos. Et la guerre de l'indépendance ont été gagnée grâce à eux. C'est les éléments et la communauté laïque républicaine de la Turquie. Et les vies victimes des manifestations qui a ramassé quand même des millions de gens depuis le mois de mai, eh bien, les vies victimes sont des Alevis. Personne n'ose dire ça à voix haute parce que tout le monde a peur que tous ces événements, et puis ce ton que le Premier ministre utilise, c'est une haine, c'est un discours de haine qu'il utilise, qui divise au lieu de rassembler, eh bien ça se dégénère à une guerre interne entre Alevis et Sunnites. Miné, restez avec nous. Justement, je vous propose qu'on écoute ensemble quelques propos du Premier ministre Erdogan. Voici comment il qualifie ces manifestants. On l'écoute. Ce sont des menteurs, des comploteurs, des usurpateurs. Ils ne disent jamais la vérité. Tout cela mente, ils ne croient pas aux urnes, ce ne sont pas des démocrates. Voilà, Mustapha, on va revenir sur le plateau de kiosque. Mustapha Tossa, vous voulez réagir? Oui, alors le retour de ces tensions, de ces manifestations dans la rue turque montre une seule chose. C'est que Tayyip Erdogan, le Premier ministre, est toujours dans l'œil du cyclone. Il est toujours sous pression malgré tout ce qu'il a fait. Et il s'est livré récemment à une vraie purge par rapport à tous les sympathisants de ce qu'on appelle la confrérie Gülen. C'était une confrérie qui l'a aidé à accéder au pouvoir. Et il avait accusé cette confrérie d'avoir fait exploser un certain nombre de scandales de corruption pour l'affaiblir. Donc il a expurgé l'administration, la police et la justice de ces éléments-là, croyant avoir réglé toute la question. Maintenant, il se retrouve avec une nouvelle crise. Pour réfléchir à haute voix et de manière générale sur l'expérience turque, il faut dire que la Turquie, avec son régime islamiste modéré, a été présentée dans un certain nombre de cénacles comme un modèle. Comme un exemple, oui. Ouais, comme un modèle pour beaucoup de pays parmi lesquels le printemps arabe a ouvert la voie au mouvement islamiste, au gouvernement. Donc pour eux, c'était le modèle. Et on le voit maintenant. Tayyip Erdogan psychorigide, avec une gouvernance très peu près de la morale, avec les scandales, avec des réflexes de dictateur. Donc en fait, ce modèle-là n'inspire plus personne. Et il ne faut pas oublier que c'est ce modèle-là qui veut adhérer à l'Europe. Ça va compliquer encore davantage ces multiples tentatives de séduction et d'approche pour l'Europe. Donc franchement, avec les élections municipales qui vont arriver dans quelques semaines, le temps est venu pour que les urnes turques adressent un vrai message à Tayyip Erdogan pour lui dire stop. Quand j'entends le Premier ministre Erdogan s'exprimer, je crois que pendant les manifestations, le président Yanukovych utilisait les mêmes mots vis-à-vis des manifestants. Oui, il y a beaucoup de similitudes, à savoir que notre ex-président Yanukovych, ou presque président, je ne sais pas comment l'appeler, ne s'exprimait presque pas. Il est beaucoup moins communicatif que le dirigeant turc. Et en fait, par contre, ce qui ressemble énormément, c'est les tentatives de faire taire les gens par force en employant la police, en distribuant largement le gaz lacrymogène. Donc on regarde les images de Turquie, on pense que c'est notre Maïdan en fait. Madeleine, je vois lever le doigt. Oui, je pense que le Premier ministre Erdogan a beaucoup de chance. Parce que ça ne date pas du mois de mai, le mécontentement des populations, des jeunes notamment. On se souvient, il y a 2 ans, il y avait eu un petit frémissement. Il y a 4 ans, il y avait eu un frémissement, il y a un mécontentement réel, notamment quand il avait essayé de renforcer l'islamisation de la société, en tout cas de l'espace et de l'État. Dans l'administration notamment. Voilà, dans l'administration. Mais le problème, c'est qu'en face de lui, il a qui? Parce qu'on a l'impression que cette opposition laïque, je pense notamment à l'un des principaux partis de l'opposition, comme le CHP, on a l'impression qu'ils sont totalement découpés de la population. On a l'impression qu'Erdogan les a encerclés avec les aides. On peut poser la question à Miné. Miné, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce que dit Madeleine? Où en est l'opposition? Est-ce qu'il y a des élections dans 3 semaines municipales? Il y a surtout la présidentielle au mois d'août. Est-ce que ce mouvement de colère peut faire basculer Erdogan? Le fragiliser en tout cas. En tout cas, c'est ce que dit la presse turque, plus ou moins, la presse d'opposition en tout cas. Oui, et il ne faut pas oublier que la moitié de la Turquie n'a pas voté pour Erdogan.
c'est-à-dire la moitié de la population est opposée à ce régime que nous impose Erdogan. Mais il a été élu. A raison dans le sens où les partis de l'opposition ne sont pas à la hauteur de relever ce défi, c'est-à-dire ne sont pas à la hauteur de relever et de changer cette colère. L'AKP, le parti d'Erdogan, reste quand même en tête de liste dans tous les sondages. Il est donné gagnant dans les prochaines élections. Non, la plupart des sondages sont truqués. Il y a des sondages beaucoup plus fiables où ils perdent vraiment des points. Mais personne ne sait vraiment ce que pense le peuple profond, c'est-à-dire celui qui a voté Erdogan lors des dernières élections. Parce que ceux-là ont peur de dire qu'ils ne vont plus voter pour AKP. Car il y a une censure, il y a des sanctions, il y a un encerclement de l'opposition, comme dit justement ma collègue. Donc, les gens que l'on enquête, justement, ne disent pas la vérité vraiment, et pas tous les fois. Merci Minet. On va regarder donc justement la une de votre journal cette semaine. Le peuple écrit sa légende en faisant donc référence à ce jeune Turc qui est mort mardi et dont les funérailles ont rassemblé près de 200 000 personnes et qui ont tourné aux violences en fin de journée. Et puis encore cette une de journal allemand, Die Tageszeitung, sa mort met Erdogan en péril. Nous verrons cela donc lors des prochains rendez-vous électoraux. Et puis ces deux dessins, avec le dessin de Kishka Tayyip, c'est le prénom du Premier ministre, Tayyip Erdogan, je frotte comme une dingue et cette tache de sang ne part pas. Et puis autre dessin de dilemme, Turquie, mort d'un jeune manifestant suite à des violences policières. L'opération main propre dans la police commence mal. Autre sujet à la une dans ce kiosque, la libération cette semaine aux États-Unis d'un certain Glenn Ford. Ce noir américain avait été condamné à la peine capitale pour un crime qu'il a toujours nié. Il a passé presque 30 ans dans les couloirs de la mort. Compte rendu de ce dossier avec nos confrères de la RTBF. Ce sont les pas mal assurés d'une personne qui n'a plus vu un monde sans barreaux ou barbelés depuis 30 ans. Accompagné de son avocat, il retrouve la liberté. Mon esprit va dans toutes les directions, mais je me sens bien. En 1983, Glenn Ford a 33 ans. Il est accusé du meurtre avec préméditation d'un joaillier et horloger de Louisiane, Isadore Roseman. Glenn Ford a toujours nié son implication dans l'assassinat, mais il a été condamné à mort en 1984. Avez-vous de la rancœur ? Oui, j'ai passé presque 30 ans en prison pour quelque chose que je n'ai pas commis. Ce n'est que tout récemment qu'un juge a rendu un arrêt qui lave Glenn Ford de tout soupçon et qui annule donc sa condamnation à mort. De nouveaux éléments sont apparus. Plus de 30 ans après les faits, ils n'ont pas été rendus publics pour ne pas compromettre l'enquête qui est rouverte. C'est un jour magnifique. Nous y avons travaillé littéralement pendant des décades. Et nous espérons que ceci est le premier jour d'une nouvelle vie pour Glenn. Combien de votre vie avez-vous perdu ? 30 ans. 30 ans de ma vie, c'est-à-dire presque tout. Et je ne sais pas revenir en arrière et faire ce que j'aurais fait à 35 ans, à 38 ans ou à 40 ans. Mes fils étaient des bébés quand je suis parti. Maintenant, ce sont des adultes, avec des bébés. L'État de Louisiane prévoit une indemnité de 25 000 $ par année perdue injustement derrière les barreaux, avec un maximum de 250 000 $, à quoi s'ajoute une somme de 80 000 $ pour, dit la loi, opportunité de vie perdue. Opportunité de vie perdue, avec des compensations financières donc à l'appui décidées par l'État de Louisiane. Qui veut réagir à cette affaire? C'est vraiment la chronique d'une erreur judiciaire. Madeleine. Moi, je me souviens, pendant l'affaire Strauss-Kahn, la presse saluait l'efficacité de la justice américaine, même si elle était un peu trop spectaculaire avec le prévenu, ses menottes, etc., en disant si c'était en France, ça durerait des années.
Mais voilà, le résultat aussi, je pense qu'il n'y a pas autant d'erreurs judiciaires en France, peut-être parce que les juges prennent le temps d'instruire les dossiers. On va dire une justice à double vitesse. Alors ça va vite dans certains cas et puis plus longuement sur d'autres cas. Oui, mais cette obligation d'aller le plus vite possible, de pousser les gens à avouer, justement pour que ça ne coûte pas assez cher, le résultat, c'est qu'il y a des innocents. Il faut préciser aussi que le jury était composé uniquement de blancs à l'époque. Justement, c'est d'autant plus grave qu'on est dans un pays quand même qui est raciste, qui le reste, même aujourd'hui. Alors, quelques chiffres cependant sur la peine de mort aux États-Unis qui, semble-t-il, est en recul. En 2013, 87 personnes ont été condamnées, ont été innocentées. Donc on se rend compte que les erreurs judiciaires sont mises en lumière de plus en plus. En revanche, tout de même 39 exécutions en 2013, mais c'est en recul par rapport aux années précédentes. Et à noter également une baisse des condamnations à mort, 80 en 2013 contre 314, c'était en 1996, mais c'était aussi une année record. On va dire que dans le monde aussi, pour parler de la peine de mort, 97 États l'ont abolie, 37 ont mis en place un moratoire, mais en tout cas 58 États l'appliquent toujours. Au Maroc, Mustapha, la peine de mort existe toujours, mais elle n'est pas appliquée. Oui, la peine de mort existe, mais elle n'est pas appliquée. Et il faut dire que c'est un sujet qui agite aussi la société marocaine. Il y a tout un réseau de parlementaires qui, à chaque fois, demande et fait tout un travail de lobbying et d'information pour convaincre le pouvoir public de procéder par voie législative, bien sûr, à l'abolition de cette peine de mort. Mais il y a des résistances au sein même du gouvernement. On sait que, par exemple, le gouvernement islamiste de Abdillah Ben Kiran est contre l'abolition de cette peine de mort pour des raisons idéologiques et presque religieuses, entre guillemets. Mais moi je sais aussi que le Maroc a besoin d'avoir une mise à niveau de son arsenal juridique par rapport à l'ensemble des pays occidentaux et démocratiques. Il y a 2-3 jours, le Maroc vient d'adopter un projet de loi relatif à la justice militaire qui extrait les civils des tribunaux militaires et qui met fin aux tribunaux d'exception, ce qui est un pas extrêmement important et énorme par rapport à un pays arabe comme le Maroc et un pays africain. C'est une révolution culturelle qui est en train de se faire à ce niveau-là. Et puis, je crois qu'il est temps aussi de penser à revenir sur la peine de mort qui est pour moi, selon mes convictions propres, tout simplement un scandale juridique de tous les jours. Je suis sûr que les Marocains, enfin le pouvoir politique au Maroc va et pourra réfléchir à ça. C'est une manière aussi d'entrer dans la modernité du XXIe siècle, dans la modernité juridique, constitutionnelle et démocratique du XXIe siècle. La peine de mort est quelque chose qu'il faut absolument abolir. Dans vos pays respectifs, est-ce qu'on a suivi cette libération après? Tout à fait. L'Ukraine a aboli la peine de mort et je pense que c'est une bonne chose parce que justement ce verdict, il est la preuve que la faute juridique existe pour différentes raisons et que s'il est fait, il y a toujours la possibilité de faire recours et de rendre la personne libre. C'est la vie humaine est la plus grande valeur. Donc, effectivement, même si quelquefois les voix se lèvent pour revenir sur la question, comme en France, d'ailleurs, j'ai vu que l'ancien activiste de Reporters sans frontières, Robert Ménard, demande de revenir vers la question de la peine de mort en France. Selon mes convictions, ce n'est pas du tout une bonne chose et il ne faut pas le faire. Colette Braeckman, on a suivi cette libération cette semaine en Belgique de cet homme après 30 ans passés dans les couloirs de la mort. Est-ce qu'on suit ces affaires judiciaires américaines? Oui, certainement. Et en Belgique, ça paraît un tel anachronisme que la peine de mort puisse encore exister dans un pays comme les États-Unis, avec à la fois le risque d'erreur judiciaire et puis aussi la connotation raciale. C'est la large majorité de Noirs américains qui sont dans les couloirs de la mort. Et donc ça pour l'instant, ça choque profondément l'opinion belge où la peine de mort a été abolie depuis longtemps en Belgique. Alors, avant de passer à notre dernier sujet dans Kiosque, ce dessin de dilemme libéré après 30 ans dans le couloir de la mort et toutes nos excuses pour ce contretemps. Mais visiblement, c'est déjà un petit peu trop tard, comme nous le montre Dilemme. Nous passons à présent à notre rubrique du bruit sur la toile.
Alors, du bruit sur la toile, et pourtant elle ne fait pas de bruit puisque c'est d'une poupée dont il s'agit, une lointaine cousine de Barbie. Elle s'appelle Limili et elle est normale. J'entends par normale eh bien, que ses mensurations sont beaucoup, mais beaucoup plus proches de la réalité des femmes que celle de la Barbie classique qui, d'ailleurs, si elle existait, ne pourrait même pas tenir debout, hein, avec une taille quasiment aussi fine que son cou. Alors justement, pour démonter ce faux modèle de la parfaite poupée, eh bien, c'est un artiste américain, un homme, Nicolas Elam, qui a inventé donc sa poupée, sa Limili. Pour ce faire, eh bien, il s'est basé sur un rapport très sérieux hein, d'un organisme américain de santé qui a fait un petit peu le calcul des mensurations moyennes d'une américaine de 19 ans. Et d'ailleurs, son slogan, c'est « Le moyen est beau ». À savoir que cette poupée est en cours de fabrication, elle sera bientôt sur le marché, cela grâce au financement participatif sur Internet. Cet artiste a donc réussi à recueillir près de 98 000 $, donc peut-être pour les cadeaux de Noël du prochain Noël. Qui veut réagir sur cette Barbie? C'est le seul homme sur le plateau, donc Mustapha, à vous. Tout à l'heure, Isabelle, vous aviez dit le moyen est beau. En fait, c'est average is beautiful. C'est l'ordinaire est beau. Oui. Et ça, sa tentative de venir vers l'ordinaire. C'est vrai que les filles et les garçons ont longtemps vécu sous la dictature de la sveltesse bien rêvée, bien fantasmée des dessinateurs de Barbie. Donc il faut absolument, pour être beau, pour être belle, il faut ressembler à Ken et à Barbie. Le fait qu'on introduise une espèce de relativisme de cette histoire-là rend d'abord le jouet encore plus humain et plus ressemblant et amoindrit un petit peu la tension et la pression qui existe sur les femmes. Il faut absolument qu'ils ressemblent à Barbie, sinon ils ne rentrent pas dans les canons de la beauté. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Je rajoute simplement quelque chose. Le Maroc a une histoire avec Barbie. Récemment, quelqu'un a réussi à la faire habiller en kaftan. Avec l'habit traditionnel. Et ça a fait tout un buzz aussi, tout un extrêmement important parce que c'était un instrument qui a vendu, en guillemets, le kaftan marocain dans tout le monde entier. Et c'était vraiment un coût économique et un coût médiatique important. Je vais donner la parole à Madeleine parce qu'il y a aussi des concurrentes à la Barbie traditionnelle. Ce sont des Barbies entre guillemets, enfin des poupées nigérianes, des poupées africaines. Oui, sauf qu'elles n'ont pas des jambes d'1,26 m, elles n'ont pas la poitrine qui monte jusqu'au menton comme la Barbie. Non, moi ce que je trouve bien, c'est qu'elle arrive à la commercialiser. Elle représente des personnalités, des femmes africaines qui ont joué dans l'histoire du continent. Au moins, ça, c'est pédagogique. Voilà. Alors que la Barbie, quand même, c'est vraiment le conditionnement de la petite fille à être un objet sexuel. Et je suis désolée. Vous imaginez les gamines de 4 ans, on leur montre déjà qu'il faut que la poitrine soit là. Déjà, à 16 ans, ils vont commencer à se faire repérer, qu'il faut avoir des jambes comme ça. Non, c'est très bien. C'est un petit pas dans la lutte contre le sexisme. On joue à la Barbie ou pas? On joue à la Barbie, oui. On est aussi donc, les victimes de la globalisation, comme les autres. Après, on n'a pas de Barbie habillée en vêtements nationaux et disons qu'on n'est pas peut-être encore... on n'est pas encore entré dans toute cette modernisation des Barbie. En fait, c'est sans doute... Là. Les Ukrainiens sont de belles Barbies naturelles, en fait. D'accord, Mustapha, ces paroles vous appartiennent. Il y avait aussi cette Barbie qui avait été créée en 2000 à Dubaï, c'est Foula. C'était la Barbie voilée, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. On ne disait pas buzz, peut-être encore, mais ça avait fait quand même beaucoup de bruit. Oui, ça fait beaucoup de bruit, parce que ça faisait un petit peu la synthèse, un petit peu entre les aspirations de quelques-uns sur le plan local, et puis un symbole de la mondialisation, comme a dit Ala, qui est Barbie. Donc, cette espèce de synthèse réunie a fait le buzz à ce moment-là, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Colette Breckman, un mot sur les Barbies, ça vous inspire, ces poupées plus ordinaires, on va dire? Nous sommes dans des sociétés multiculturelles et donc maintenant, heureusement, les critères de beauté sont en train de se diversifier. Un pays comme la Belgique, par exemple, on a des artistes, des chanteuses qui se produisent, pas suivant des critères de vestimentaire habituels, mais qui sont très belles et qui ont beaucoup de succès. Et, bon, un homme comme Stromae, par exemple, qui est un vrai produit multiculturel, mais il a un succès extraordinaire dans toutes les parties du pays.
Voilà. Oui, mais bon, en ce qui concerne les Barbies, c'est-à-dire aussi le conditionnement des femmes, je pense qu'on aura marqué un pas le jour où on va faire défiler sur les podiums de mode des femmes ordinaires. Déjà, des femmes normales. Jean-Paul Gaultier fait défiler des personnes de toute catégorie, on va dire. Comment une sorte de gag. Et puis, je sais pas. C'est pour pimenter les poser la question. Non, parce que c'est pour pimenter les défilés. Il fait défiler les top modèles et puis quelques personnalités normales. Moi, j'aimerais bien voir des mannequins qui ont 1m60, qui n'ont pas une taille comme ça, qui n'ont pas de longues jambes. Voilà. Oui, et puis même dans les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de groupes maintenant qui se forment, des pages Facebook et tout ça, pour dire ronde et bien dans sa peau. Donc il y a tout un communautarisme qui est en train de se former pour justement démanteler cette idée, cette dictature de la taille et des mesures telles que les Barbie-men ont voulu l'imposer aux petites filles. Regardez comment Dilem a imaginé cette nouvelle Barbie normale, une Barbie aux mensurations normales sur le marché. Bof, j'ai la même à la maison et on l'appelle maman. Bon, c'est pas très gentil tout ça. Voilà, pour terminer cette émission en souriant avec ce thème autour des Barbies. La Barbie, la vraie Barbie qui a 50 ans, qui a un peu plus de 50 ans aujourd'hui, ça ne se voit pas sur les poupées. Comme on le fait par habitude pour clore ce kiosque, un petit kiosque qui nous vient de Rangoon en Birmanie. On le sait, depuis les changements qui ont été opérés à la tête du régime, la levée plus ou moins de la censure, eh bien, les journaux, les quotidiens fleurissent, une quinzaine de quotidiens. Eh bien, regardez, ce kiosque est finalement, on le voit, assez bien pourvu. À noter tout de même que les patrons de presse sont quand même les anciens entrepreneurs qui étaient très proches des militaires. Donc, voilà, pour l'indépendance de la presse en Birmanie, c'est peut-être pas encore pour aujourd'hui. Voilà, à suivre après kiosque, vous retrouvez évidemment les programmes de TV5 Monde. Vous nous retrouvez évidemment sur Facebook, sur notre site. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos idées. Merci en tous les cas de votre fidélité. Merci à vous tous. Juste rapidement, oui, un livre que vous nous recommandez, Madeleine, Le génocide au village, pour revenir au sujet que nous avons traité sur le procès d'un génocidaire en France. Et puis ce livre que vous venez de signer, Colette Brackman, Rwanda, 1000 collines, 1000 couleurs, aux éditions, je ne me trompe pas. Et 1000 douleurs, voilà, oui, j'ai mis 1000 couleurs, désolée, j'avais mal lu. Voilà, merci à vous tous et bonne suite de programme sur TV5 Monde. Les soldats porte-drapeaux ont marqué l'épopée napoléonienne de leur héroïsme. Découvrez leur histoire dans une collection exclusive de soldats de plomb. À chaque numéro, un porte-drapeau de grande qualité, fidèle aux uniformes et emblèmes d'époque, avec un fascicule pour revivre les plus grandes batailles de l'Empire. Le numéro 1 est le porte-aigle, 1,50 € seulement. Achète collection. Ce mois-ci, le magazine Pleine Vie est indispensable. Asthme, mal de dos, gastrite, apprenez à vous soigner avec les huiles essentielles et découvrez les 7 plantes qui soulagent les pathologies du quotidien. Propriétaire ou locataire, 23 fiches pratiques pour connaître vos droits et vos devoirs. Et côté jardin, pensez bio, traitez vos plantes au naturel. Pleine Vie, retrouvez-vous. Derrière chaque manuscrit se cache une histoire. Van Gogh et Gauguin, 2 maîtres de la peinture réunis dans une lettre commune adressée à l'un de leurs amis, voilà un manuscrit passionnant. Écrite et envoyée depuis Arles dans les tout premiers jours de l'année 1888,
Cette lettre à l'encre noire s'étale sur un double feuillet de papier quadrillé. Depuis quelques semaines, Gauguin a rejoint Van Gogh en Arles dans le but d'un projet artistique commun qui pourrait les mener jusqu'aux îles les plus lointaines. En attendant, et comme ils l'écrivent, les deux artistes cohabitent et parlent peinture. Cette lettre est la seule que les deux artistes aient écrite à deux mains. Elle était destinée à Émile Bernard, lui-même artiste, et qui, avec Gauguin, était à l'origine de l'école picturale de Pont-Aven. Au fil des lignes, Van Gogh évoque avec une grande lucidité leur travail commun, le manque de reconnaissance critique et l'incompréhension que suscite encore leur peinture. Van Gogh exprime avec emphase son admiration pour Gauguin. Puis il évoque son projet d'association d'artistes, sa vision sur l'avenir de la peinture et son statut d'innovateur, conscient d'être à la source d'un grand bouleversement dont il se résigne à ne pas récolter les fruits de son vivant. L'amitié qui lie Van Gogh à Émile Bernard l'autorise à raconter aussi quelques sorties dans des lieux de perdition qui peuvent devenir source d'inspiration. Après 3 pages et la recommandation d'écrire à un ami commun, Van Gogh cède la plume à Gauguin, qui lui ne tracera que quelques lignes pour évoquer des esquisses de Van Gogh et saluer son projet de peintre des tropiques. Mais l'amitié qui transparaît dans cette lettre sera de courte durée. Après 9 semaines de cohabitation, les deux hommes se disputeront et Van Gogh se tranchera l'oreille. S'éloignant, les deux artistes garderont toutefois une admiration mutuelle et Gauguin réalisera le rêve de Van Gogh en s'installant à Tahiti. Actu inédite, info décalée, Xavier Lambrèche te présente le grand journal francophone mondial. C'est 64 minutes, le monde en français, tout de suite.